Au moment où je lui dis que je n'aime pas être embrassée, donc du coup sur la bouche, c'était implicite, il m'embrasse sur le front et sur la joue et sur le nez. Il me dit, y a pas de souci. Oh, c'est trop mignon. Et je me suis dit, mais très curieux, dis donc. Et tu acceptes sans problème? Physiquement, t'es Oui. OK? Oui, puis j'ai trouvé ça hyper attentionné et j'étais très à l'écoute pour le coup, j'étais très surprise. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marine. Salut Marine, comment vas-tu? Très bien, merci, enchantée. Marine, on s'est rencontrés à une soirée, à la soirée du Cercle LM organisée par Maison 123 et Claire Lem. C'était une soirée sur le thème de la sexualité féminine qui s'appelait Désirer et vibrer. On était 4 speakeuses à prendre la parole sur ce sujet et tu es venue me parler à la fin. Marine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de te présenter en 5 hashtags? Tu as tes anti-sèches. Je me décrirais comme quelqu'un de solaire. J'adore vraiment vivre les instants présents, danser dans un magasin, chanter dans la rue. C'est ce qui me plaît le plus. Comme quelqu'un de romantique, quand son livre préféré c'est Orgueil et préjugés, on peut que être romantique, je pense. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot romantique? J'aime les sentiments, j'aime l'amour en général, j'aime connaître les histoires d'amour des autres, j'aime voir les sentiments entre deux personnes. Pas forcément quand ça me concerne, j'aime un roman d'amour, un film d'amour. L'amour en général, ça me plaît. On a quelques points communs. C'est ça. Comme quelqu'un de curieuse, je rêve de voyager, de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger. Je suis quelqu'un de passionné. Je fais des études de mode et d'art, donc forcément, je dois être passionnée par ce qui m'entoure, je dois m'enrichir et quand on fait un travail aussi prenant, on met forcément de soi. Marine, aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Est-ce que tu peux me dire dans quelle partie de la France ou du monde, tiens, je ne sais même pas, tu as grandi, dans quel environnement familial, y a-t-il des choses particulières, tu penses, qui sont importantes qu'on connaisse avant de raconter l'histoire d'amour dont tu vas me parler? Alors, j'ai toujours vécu en France, mais j'ai énormément voyagé avec ma famille. Je pense que c'est ce qui m'a donné envie de vivre à l'étranger. J'ai grandi pour la plupart du temps en Bretagne, même si j'ai beaucoup voyagé. À travers la France, mes parents ont énormément déménagé pour le travail, mais j'ai passé la plupart de mon temps en Bretagne. J'ai un petit frère, on n'a pas beaucoup d'écart, on n'a que 18 mois, mais mes parents ont un grand écart d'âge, ils ont 15 ans d'écart. D'accord, dans quel sens? Mon père est 15 ans de plus que ma mère, donc j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très jeune. Quand on a 21 ans d'écart avec sa mère, c'est vraiment chouette, on se comprenait un peu plus qu'avec mon père. Mais on va dire que très jeune, j'ai eu des expériences durant l'adolescence, des agressions sexuelles où j'en ai pas forcément parlé avec ma famille, qui a fait que je me suis beaucoup renfermée. J'ai eu des problèmes de santé mentale, on va dire. J'étais anorexique et boulimique pendant une grande partie de mon adolescence, que ce soit au collège ou au lycée. Et j'arrivais pas à formuler à mes parents de quoi ça venait, parce que je ne souhaitais pas leur en parler. Surtout que à cet âge-là, je ne savais pas encore ce que c'était vraiment les agressions sexuelles. Donc du coup, j'ai grandi en étant plutôt en conflit avec mes parents. Mais par chance, j'ai mûri, je suis devenue une femme un peu plus mature par la suite, donc j'ai réussi à rebondir sur ces expériences. Ok. Donc tu as subi des agressions sexuelles pendant ton adolescence et tu n'as jamais réussi à trouver l'espace pour en parler avec tes parents. Est-ce que tu dirais qu'il y avait des sujets tabous dans ta famille? Est-ce que vous parliez facilement de relations amoureuses, de sexualité, ou c'était des sujets qui n'étaient pas abordés? La première fois que j'ai subi des agressions sexuelles, j'avais 13 ans. Donc j'étais très jeune, c'était en camp de vacances. J'ai pas forcément compris ce qui s'est passé. Sur le moment, c'est plus quand j'ai commencé à être en 3e puis au lycée, je me suis rendu compte que c'était pas normal, mais comme j'en avais pas parlé à mes parents, je savais pas comment le formuler par la suite. Mais je sais que ça a eu un impact parce que c'est à ce moment-là où
J'ai vraiment eu un problème avec mon corps. Je le transformais de plusieurs façons. J'étais incapable d'avoir des contacts physiques, même avec mes parents. Je ne faisais pas de câlins. On n'était pas une famille très tactile de base, mais du coup, j'étais vraiment hyper distante. Et après, quand j'ai vraiment subi un viol à l'âge de 17 ans, j'ai attendu pour leur en parler. J'ai attendu d'avoir 18 ans. Je leur ai parlé parce que je voulais porter plainte. Je l'ai pas fait finalement, mais je voulais qu'ils soient au courant. Vu que j'étais mineure quand ça s'est produit, je préférais leur en parler avant d'en parler à la police. Mais je suis pas rentrée dans les détails. On était en plein milieu d'un repas et j'ai dit j'ai quelque chose à vous annoncer. Bam, je me suis fait violer quand j'avais 17 ans. Je souhaite pas rentrer dans les détails, mais je préfère vous le dire. Okay. Et on n'en a jamais vraiment reparlé, même si aujourd'hui, comme je suis en relation, j'en ai parlé avec ma mère puisque ça pouvait impacter mes relations amoureuses par la suite, mais je suis vraiment jamais rentrée dans les détails. Déjà, je suis absolument désolée de ce qui t'est arrivé. Parce que je ne peux pas imaginer ce que tu as subi et toutes les implications et conséquences que ça a pu avoir sur ta vie amoureuse, sentimentale, ton développement à toi, ta santé mentale comme tu dis. Ça veut dire que quand tu arrives à l'adolescence, que tu commences à avoir... Est-ce que tu as quand même du coup des émois amoureux? C'est-à-dire est-ce que tu tombes amoureuse? Est-ce qu'il y a des garçons ou des filles qui te font tourner la tête? Est-ce que tu as des crushs? Quand j'étais au lycée, en seconde, j'ai eu un crush sur un garçon. Seulement, la moi qui ne sait pas exprimer ce que je ressens, je ne me vois pas dire à un garçon tu ne peux pas m'embrasser, ça me dégoûte, je n'aime pas les contacts physiques. J'étais vaguement rentrée dans des explications comme quoi j'avais subi des agressions sexuelles, mais encore une fois, j'étais au lycée, je ne savais pas ce qu'un garçon dirait de ça, puis les garçons au lycée sont plutôt bêtes à cet âge-là, donc ils comprennent pas forcément. On va dire qu'on s'est fréquenté parce que je l'appellerais pas cette en relation ni en couple, parce que on ne se disait rien, on n'avait aucune affection l'un pour l'autre, mais c'était mon premier crush, on va dire, qui m'a permis de savoir ce que je voulais ou non dans les relations amoureuses par la suite. Mais je n'ai jamais eu de relation amoureuse ou de couple ou de crush à la suite de cette personne avant mon copain actuel. Et quelle vision tu as de l'amour à ce moment-là? Est-ce que tu t'imagines que tu ne pourras jamais relationner? Est-ce que tu fantasmes l'amour? Parce que tu dis aussi que tu es une amoureuse de l'amour, des comédies romantiques, de la romance. Est-ce que tu en rêves quand même? Oui, j'ai envie d'avoir une histoire d'amour, comme dans les livres, comme dans les films. Mais je me dis que c'est impossible. Vraiment, je ne me voyais pas. Pourtant, j'avais 16 ans. Qu'est-ce que je connais de l'amour à 16 ans? Mais je me voyais pas être en couple parce que je ne me voyais pas expliquer à une personne tout ce que j'avais subi. Surtout que j'étais anorexique, donc je ne m'aimais pas, j'avais vraiment un problème avec mon corps, avec moi-même, donc c'était pas facile non plus. Quand on ne s'aime pas soi-même, je pense qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et être aimé en retour de cette façon-là. Donc en fait, je me voyais rester célibataire toute ma vie, à être la tata sympa, mais je pensais pas que je rencontrerais une personne qui m'accepterait comme je suis. Après ce garçon-là, justement, c'est là où je me suis fait violer. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible, je ne pourrai jamais être en contact d'un homme parce que si, même avec un petit crush de lycée, à la suite d'agressions sexuelles, c'était trop difficile pour moi. Vraiment, un viol, c'était l'étape insurmontable. Pourtant, j'avais 17 ans quand ça s'est produit. Je ne me voyais pas, du coup, être en couple, être touchée par quelqu'un, ça m'était impossible. Si on remonte à juillet 2021, donc t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 19 ans. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est mes vacances d'été, je suis entre ma 2e et ma 3e année de fac. Je suis sur Bordeaux, je suis partie à Bordeaux faire mes études. Je voulais partir loin de la Bretagne, de mes traumatismes. À ce moment-là, je ne suis plus anorexique. J'ai fait un gros travail sur moi-même, même si je me suis pas fait suivre par des psys parce que ça ne marchait pas pour moi. Ok, tes parents, ils étaient soutenants? Ils étaient au courant. Comme j'étais au lycée à ce moment-là, je me faisais vomir au lycée. Je faisais pas en sorte de le cacher, en fait. J'étais à l'internat, j'étais au lycée, tout le monde le savait. Mes parents l'ont su. Ils essayaient de m'aider, mais je pense que c'est un travail à faire sur soi-même. Donc je suis partie chez mes parents à 17 ans quand j'ai eu le bac. Je suis partie à Bordeaux, je me suis dit nouvelle ville, je peux que me construire, rencontrer de nouvelles personnes. Donc mes 2 premières années sur Bordeaux, j'ai vraiment essayé de rencontrer du monde. C'était la première fois, j'étais dans une école d'art pour le coup, même si j'ai fait un lycée dans la mode, j'étais dans une école d'art, je me suis dit étudiant, c'est la fête. Je n'arrivais pas à rencontrer des hommes, j'avais que des filles autour de moi. Des hommes, c'était toujours pas possible d'être proche d'un homme,
Physiquement, ça veut dire que tu pouvais pas être Rien que le souffle d'un homme dans mon cou me dérange. Même encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec ça. Donc non, je travaille avec des hommes, parfois en restauration, mais c'est tout. Et cet été-là, c'était le premier été de ma vie où je ne travaillais pas. J'ai toujours travaillé pendant mes études, mais là, c'était pas le cas. Donc je me suis dit, c'est la fête, soyons fous. Et j'ai fait... 2021, on sort du Covid. Ouais. Donc je devais faire un stage au Canada. Mon envie de voyager, je cherchais des stages à l'étranger, sauf que Covid, donc mon visa a été annulé, je me suis retrouvée à Bordeaux sans rien. J'ai rencontré un petit créateur de robes de mariée qui m'a prise, il était très sympa. Un stage incroyable, vraiment mai, juin, début juillet. Donc je faisais des robes de mariée, mais pas que, il avait plein de petits projets. Et il a eu un projet de costumes pour un court-métrage. Ça a changé, je me suis dit très sympa, j'ai fait des vêtements pour bébé, des chemises pour un homme qui devait être pendu, des projets sur lesquels on travaille pas tous les jours. Donc, assez original. Ouais. Et vraiment, ce maître de stage, c'était même pas un maître de stage, c'était plus comme un pote. Parce qu'on allait parfois en soirée, il me présentait ses petits copains du moment, on discutait, c'était vraiment hyper fun. Ah oui. Oui, sinon, la présence d'un homme aurait dérangé. Et puis un soir, il m'appelle, il me dit « Je suis à la projection de ce court-métrage, il faut que tu viennes, je dois te présenter un homme. » Sur le coup, je me dis « Bon, il va encore me présenter... sa petite romance du moment. Son crush, Je me dis, bon, c'est pas trop grave, c'est l'été, soyons fous, sortons, j'ai pas de devoirs, pas de travail. Donc, je me fais mimi quand même, ma petite robe en dentelle, je me maquille, je sors, il est 23h, j'arrive, c'est un bar, il y a plein de personnes. Il me présente la personne, c'est un jeune homme de 20 ans. Donc, je me dis, oulala, un petit peu jeune pour lui quand même. Donc là, je comprends qu'à ce moment-là, pendant que je me préparais, il avait dit à ce jeune homme qui était sur le tournage, faut que je te présente ma stagiaire, elle va te plaire, je suis sûre c'est ton style. Donc lui s'attendait à rencontrer quelqu'un aussi. Donc il fait le matchmaker. C'est ça. Alors que vraiment, pendant mon stage, je lui avais jamais parlé de mes relations amoureuses, je ne savais même pas si j'étais en célibataire, en couple, ni rien, quoi. À ton avis, qu'est-ce qui décèle en toi et qu'est-ce qui décèle en lui pour se dire que ça peut marcher entre vous? Je pense que on avait la même énergie. Pendant mon stage, du coup, on n'avait pas des relations hyper professionnelles. On discutait, on rigolait, on parlait de la vie, on allait à des soirées. Donc, on avait quand même ce petit côté fun, même si je travaillais, faut pas oublier. Et pendant qu'il était sur le tournage, du coup, il a rencontré ce jeune homme. Et pareil, ils arrêtaient pas de se taquiner, de s'embêter. Et se sont dit que on avait peut-être la même énergie, on rigolait pareil, donc ils voulaient nous présenter. Un peu la même façon de taquiner. C'est ça, exactement. Quand tu le vois, ce garçon, quand tu arrives dans le bar, comment il s'appelle déjà? Damien. Quand tu vois Damien, du coup, tu comprends. Je comprends que c'est quelqu'un pour moi et pas pour lui déjà. Et qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier quand tu le vois? Déjà, je le trouve très beau. Il sort d'une projection, donc il est en costume. Je crois que c'était la première fois que je voyais une personne de mon âge porter un costume autre que pour une remise de diplôme ou pour un mariage. Je me dis, ok, un homme qui sait bien s'habiller. Stylé. C'est classe. Stylé. Donc oui, j'étais plutôt surprise. Est-ce que tu ressens... tu te dis quoi? Rien. Je me dis, bon, bah... T'es déçu, il dit, ah bah mince, c'est même pas son crush. Pas déçu, mais je me laisse surprendre, on va dire. Je me dis, bon, ok, c'est une soirée, ça peut être que des gens intéressants, c'est du coup un court-métrage, donc des personnes dans un milieu aussi créatif, passionnant. Apprenons à connaître tout ce petit monde. Mais je me focalise pas forcément sur la personne qui vient pour me rencontrer, quoi. Est-ce que du coup, ce côté taquin, il va s'installer entre vous ou pas? Est-ce que... De suite. Ah, ok. J'adore. Alors, je suis comme ça, moi aussi, j'adore. Technique de drague plutôt nulle. Il m'a volé mon sac à main et s'est mis à courir dans la rue pour que je le rattrape. Vraiment, c'est pas banal, on m'a jamais fait ça. Mais tout de suite, il Oui. Il me cherchait, on provoquait. On était à Bordeaux, c'était l'été, donc au bord des quais, il y a tout le temps de la musique. Donc de suite, après, quand je l'ai rattrapé, on s'est mis à danser dans la rue. Je me suis dit, ok, ça arrive pas tous les jours, c'est sympa. Et bizarrement, sa présence ne me dérange pas. Donc encore plus surprenant, mais... J'allais te demander. Ah bah non, quelques minutes avant, dans la rue, il y a un homme qui m'a abordé, justement. Drague très très lourde, je peux avoir ton numéro, tu me plais, patati patata. Il était avec ses copains, Damien, et tous ses potes commencent à dire « Ah, ça doit être chouette, quand t'es une meuf, tu te fais draguer dans la rue. » Et lui, tout de suite, il dit « Non, ça sert à rien d'être chouette, elle a rien demandé,
elle a pas besoin qu'on vienne l'embêter. Et donc je me dis, il est pas bête du tout. Ah ouais, enfin, c'est ça. Il y en a au moins un qui pense ça, quoi. Qui comprend qu'être une femme, on n'a pas envie de se faire interpeller dans la rue. Et donc en fait, tout de suite, je me suis dit, j'ai rien à craindre ou je vais pas avoir peur. Déjà, il est pas bête. Il sait respecter une femme, du coup. Donc de suite, je me suis sentie à l'aise et libre de passer la soirée avec lui. Et rassurée. Ah oui. Donc sa présence ne te pose pas autant de problèmes que n'importe quel homme. Exactement. Comment va se poursuivre la soirée une fois qu'il t'a volé ton sac à main, que tu rattrapes, que vous dansez? On a passé toute la soirée, donc toujours avec ce petit groupe qui était sur le tournage. On a passé vraiment toute la soirée à discuter. On était tous ensemble, on a appris à se connaître. Je pense qu'on a fini de discuter vers 2-3 heures du matin quand même. Okay. Il m'a ramené chez moi, à pied, première. Il m'a prêté sa veste pour pas que j'ai froid parce que j'étais toujours en robe. Je me dis, oulala, comme dans les films. Ça, c'est très romanesque. C'est ça, dis donc, un homme gentleman en plus. On m'a jamais prêté une veste, donc c'est un peu drôle. On a l'image. C'est ça. T'as une petite robe? Oui. Et t'as la veste avec épaulettes. Exactement, la veste dans ailleurs. la rue, on est d'accord. Comme dans un film. Il manquait plus que la pluie devant le porche, quoi. Pour le baiser sous la pluie. C'est ça. Le raining kiss. Il te ramène en bas de chez toi. Bah, du coup, je rentre. On s'est échangé d'un numéro. Je pense que 2-3 jours après, il m'envoie un message. On commence à échanger par rapport à un date. Il me pose une simple question. Tu as envie de rester en ville pour faire un resto ou t'as envie de sortir? Ok. Je me dis, ok, pas banal. C'était mon premier date. Je n'ai jamais eu de date avant, donc il me dit, bon, 19 ans, c'est le moment. Je lui dis, sortons. Il me dit, rendez-vous à 18h. Il vient me chercher en voiture. Il m'emmène faire un pique-nique au coucher de soleil à la dune du Pilat. Incroyablement romantique. Classe. Ah oui. Ah non, mais là... Toi, dans l'attente de ce rendez-vous, est-ce que ça te stresse? T'es angoissée ou t'es sereine? Tu projettes des trucs? Je sais pas. Je sais que j'ai envoyé des messages à mes copines, je pense, pour me dire, oh là là, premier date, comment me préparer? Mais en fait, j'avais juste envie de m'amuser. Je me suis dit, bon, bah, c'est qu'un date, après tout. Pourtant, ça aurait pu m'effrayer, mais bizarrement, j'étais hyper à l'aise. Et quand il m'emmenait à la plage, j'étais plus que rassurée, vu que j'ai grandi en Bretagne. Bon, j'ai l'habitude d'aller à la plage très souvent. Donc vraiment, pour moi, c'était my safe place, quoi. Ok. Donc, il t'emmène à la dune du Pilat, vous allez pique-niquer là-bas. On y est resté jusqu'à 6h du matin. Oh, waouh! On a discuté toute la nuit. Il a même fait un feu de camp sur la plage avec des pommes de pin. Vraiment, c'était un film romantique, quoi. C'était fou. Le ciel était étoilé. Tout. Coucher de soleil, étoiles. On commence à raconter toutes nos vies. C'était impressionnant. Et très vite, je me suis montrée hyper honnête avec lui. Je lui ai dit, j'ai jamais de copain. Je n'ai pas envie de me mettre en couple. Je vais partir vivre à Paris, faire mes études dans 1 an. Après, je vais partir à l'étranger. J'ai subi les agressions sexuelles. Je n'aime pas être embrassée. Je sais pas pourquoi. Tu lui dis tout. Je lui déballe tout. Je me suis dit, bon, quitte à rencontrer quelqu'un, autant me montrer 100% honnête. Comme ça, je préfère ne pas perdre de temps si... En fait, dans ma tête, il allait fuir. Donc, je me suis dit, autant qu'il ne se fasse pas d'idée, je lui balance tout ce qui, selon moi, va repousser un homme pour pas perdre de temps, pour pas avoir des sentiments amoureux, pour pas crusher sur quelqu'un, parce que c'était que la 2e fois que je le voyais. Je me suis dit, balançons tout. Et comme ça, il va me laisser tranquille. Quelle réaction il a? Au moment où je lui dis que je n'aime pas être embrassée, donc du coup sur la bouche, c'était implicite, il m'embrasse sur le front, et sur la joue, et sur le nez. Il me dit, y a pas de souci. Oh, c'est trop mignon. Et je me suis dit, mais très curieux, dis donc. Et tu acceptes sans problème? Physiquement, t'es ok? Bah oui, puis j'ai trouvé ça hyper attentionné, et j'étais très à l'écoute pour le coup, j'étais très surprise. Et le plus surprenant, c'est que quand il m'a ramené, il était 7h du matin. À ce moment-là, il faisait tard. J'étais en mode, j'ai pas à le laisser retourner chez lui quand même. Il est tard, il va rentrer à quelle heure? J'ai attendu une bonne demi-heure dans la voiture en bas, devant mon appart, en mode, est-ce que je le fais monter? Est-ce que je le fais pas monter? C'était T'as discuté, tu veux dire, pendant une demi-heure? Ah oui, je lui dis, est-ce que je te laisse monter? J'ai pas envie, ça me stresse, j'ai jamais dormi avec un homme. Enfin, je vomis toutes mes émotions, tout mon stress, je lui balance tout. Il m'écoute, il était un peu mort de rire, mais il me laisse le temps de prendre ma décision. Et finalement, il monte chez moi et il dort chez moi. Bon, c'est rien passé, mais j'étais tellement rassurée qu'il a dormi chez moi ce soir-là. Ok, dans le même lit que toi? Oui. Quand tu vois sa réaction, donc cette gentillesse, cette délicatesse, cette écoute aussi, si je comprends bien, toi tu te dis quoi? Est-ce que du coup tu te dis, en fait, peut-être que quelque chose est possible, peut-être que ce mec est vraiment une exception et qu'il pourrait
y avoir une histoire entre nous? Je me projette pas autant sur une possible histoire d'amour, une possible relation, mais je me dis, pourquoi pas commencer à m'intéresser à lui? Parce que avant, j'allais forcément me mettre des barrières, mais là, je me sentais pas du tout en danger. J'étais quand même stressée, mais bon, c'était plus mes expériences passées qui me stressaient, mais c'était pas lui. Je n'avais pas peur de lui, j'ai dormi avec lui, j'étais quand même rassurée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? C'est l'été, apprenons à nous connaître. Et t'arrives à dormir avec lui dans le même lit. Oui. C'est la première fois que tu dors avec un garçon dans le même lit. Le lendemain matin, t'es dans quel état d'esprit? Un peu gênée au réveil, mais c'était toujours comme la veille, c'était comme si on n'avait jamais arrêté de discuter. On avait toujours plein de sujets de conversation. Je crois que c'est ce que j'ai préféré avec lui, c'est qu'on parlait de tout, mais c'était impressionnant. Je n'ai jamais parlé autant avec une personne, je pense, de toute ma vie. Bon, il est rentré chez lui quand même. Il finit par rentrer chez lui. C'est ça. Ton monde, à ce moment-là, est-ce qu'il change? Est-ce que ta perception du monde change? Tu disais que tu pensais pas que tu pourrais vivre des relations. Là, je commence à vivre une adolescence normale, on va dire, à commencer à parler de garçons, pour de vrai avoir des petits papillons quand même dans le ventre, de me dire... je suis sur un petit nuage quand même. C'est une rencontre amoureuse, on va dire, pas encore amoureuse, mais durant des vacances d'été. Donc c'est un peu ce qu'on fait quand on est adolescente. Et lui, quand tu lui dis que tu veux pas de rapport sexuel, tu lui dis très clairement? Comment tu lui parles de ça? Je pense pas que j'étais aussi claire de suite. Je pense qu'il l'a compris. Je lui dis j'étais agressée sexuellement, j'étais violée. Je pense que rien que le fait d'avoir parlé du fait que je n'aimais pas être embrassée, on n'a pas tellement évoqué le fait que je voulais pas avoir de rapport sexuel aussi profondément, puisque c'était le début. Mais je pense qu'on en a quand même un peu parlé. Mais comme c'était notre premier date, on n'est pas revenu là-dessus, quoi. Ok. En tout cas, lui, là, dans un premier temps, à ce stade de l'histoire, il est ok pour passer la nuit chez toi, à côté de toi, sans qu'il se passe rien. Exactement. Et il respecte ça. Ah oui, on en a même pas parlé. Ça n'a même pas été un sujet. Ah non, mais même pas. Ok. Il n'y a pas eu, comme dans les films de comédie romantique, non mais tu dors par terre. Oui, t'inquiète pas, je vais dormir par terre. Bon, après, 19 ans, petit appart étudiant, il n'y a pas trop de place par terre non plus, on va pas se mentir. Ok, il rentre chez lui, et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il m'appelle, il me dit, j'ai prévu de partir en vacances avec mon meilleur ami en Espagne, on part en tente, si tu veux, il vient avec sa copine, tu peux me rejoindre. Je me dis déjà, bon, je l'ai rencontré il y a très peu de temps, on se calme. J'envoie un petit message à ma mère. Je lui dis, j'ai rencontré un garçon, il me propose de partir en Espagne avec lui. Je pense que je vais y aller, mais quand même, je lui donnais des petits détails pour, au cas où il m'arrive quelque chose quand même. Je suis prudente, mais j'ai envie. Donc, je prends mes billets de train, je communique mes billets de train à mes amis, je communique le nom du camping à mes amis. Je leur dis, si vous n'avez pas de nouvelles, vous appelez. On sait jamais, mais du coup, je suis vraiment dans une prudence peut-être extrême. Donc, d'un côté, il y a la moi qui a envie de m'amuser, de partir en vacances avec un garçon que je viens de rencontrer. Et de l'autre côté, il y a moi qui était traumatisée par le passé, qui se dit « Oh là là, c'est un homme, tu pars dans un autre pays avec lui et son meilleur ami, tu le connais pas, attention quoi !» C'est pour ça, en fait, l'équation, elle change pour toi. Enfin, la matrice, elle change complètement pour toi. En fait, il y avait vraiment 2 mois à ce moment-là et j'étais perturbée. Moi, je l'ai quand même rejoint. J'ai passé une semaine en Espagne en camping, on a vraiment rigolé, on a été à la mer, on a fait des soirées. Il ne s'est rien passé, j'ai quand même dormi en tente avec lui. À aucun moment, la question ne s'est posée de « est-ce qu'on va coucher ensemble dans cette tente ?» Il prend en compte ce que je lui dis, on en parle quand même un peu. T'es un peu plus explicite à ce moment-là? Parfois, il me demande, par exemple, en fait, il me demande beaucoup la permission au début. S'il peut m'embrasser sur la joue, sur le front, s'il peut me faire des câlins. Je pense qu'il a peur peut-être de me brusquer ou de faire quelque chose qui va pas. Et je sais qu'il m'a très vite demandé les choses que je n'aimais pas du tout. Par exemple, comme on allait dormir ensemble à un long moment, s'il y avait des positions qui allaient me déranger, par exemple, je n'aime pas la cuillère parce que je n'aime pas sentir le souffle de quelqu'un dans mon cou. Donc, c'est pas une position dans laquelle on va dormir. Très vite, il me pose ce genre de questions plus pour que je sois à l'aise et que j'ai pas peur quand je suis avec lui, on va dire. Mais on parle pas encore de « tu vas jamais coucher avec moi ». Enfin, il est plus vraiment « comment je peux faire pour que tu aies confiance, comment je peux faire pour que tu sois à l'aise ». Ça se voyait que je lui plaisais et je pense qu'il voulait quand même que je me sente bien avec lui, c'était très important. Quand tu dis ça se voyait que tu lui plaisais, c'est-à-dire physiquement? Enfin, après, je sais pas, mais... Tu n'es pas lui ou tu non, peux pas parler à sa place, je me dis, c'est un garçon, on se pose autant de questions, c'est que forcément, tu lui plais. Je pense pas que... Enfin, moi, on m'a jamais invité à partir en vacances. Aucun garçon, je pense même au lycée à l'époque,
La preuve, le garçon sur qui j'avais un crush que j'ai fréquenté, lui, ça le dérangeait le fait que je ne sois pas tactile. Il n'a même pas vraiment cherché à comprendre le pourquoi du comment ou à proposer des solutions. Alors que lui, de suite, on s'est vu que 2 fois dans nos vies, il me pose ce genre de questions. Donc je me suis dit, je l'intéresse quand même. Donc ça veut dire que vous passez une semaine en camping en tente, dans la même tente, donc une grande proximité physique. Vous vous embrassez même pas sur la bouche, il n'y a pas de baiser. Je pense qu'on commence. Ok. Je pense que au fur et à mesure des jours, comme on passe nos journées, nos soirées ensemble, je commence à être un peu plus tactile. On va se faire des petits câlins, des bisous, mais ça m'a quand même pris du temps. Je me souviens au début de notre relation, je préférais quand même être embrassée sur la joue, dans le cou. J'avais vraiment du mal quand même avec le contact avec la bouche. Mais je commençais à être plus à l'aise avec lui, au fur et à mesure. Incroyable. Au bout d'une semaine, est-ce que vous vous dites ensemble ? Non. Pour lui, c'était trop tôt. Il voulait vraiment prendre le temps de me connaître. Là, je pense qu'on était fin juillet à ce moment-là. Je suis repartie, moi, de mon côté, en train à Bordeaux. Et lui, il partait avec sa famille en vacances. Donc, on s'est pas vu pendant quelques temps. Mais dès qu'il est rentré de vacances, il m'a appelé pour qu'on fasse un date, justement, pour parler de notre relation. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur ce rendez-vous ? On est 1 mois plus tard, à peu près. C'est ça, 1 mois plus tard. On est fin août. C'est vraiment la veille de ma rentrée des classes. Encore une fois, il vient me chercher. Il avait réservé un petit Airbnb à Arcachon, encore une fois, au bord de la mer. On a été au resto. Bon, j'étais un peu nerveuse. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, ça y est, je pense que je suis prête à me mettre en couple. Je m'étais fait hyper jolie. J'avais envoyé un message à tous mes copines en mode, j'espère qu'il va me demander de sortir avec lui. Ça fait 2 mois qu'on se connaît. On a parlé tous les jours, même pendant qu'on s'est pas vu quand même. Ça se dit encore, est-ce que tu veux sortir avec moi ? En fait, moi, je lis des livres. Donc, dans ma tête, c'était, j'ai pas envie d'un simple texto ou d'un truc, bon, on est ensemble, non. Tu voulais une demande. Oui. Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Pour moi, c'est tellement ma génération à moi. Moi, j'ai 45 ans. Et du coup, tu vois, c'était les années 90, quoi. Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Moi, mes premiers amoureux, c'était ça. Je lui ai même pas dit que j'attendais qu'il me demande. Pour moi, c'était en mode, c'était normal, il devait me demander. Je sais pas pourquoi, c'était ma première relation amoureuse, mais pour moi, on devait demander à quelqu'un pour sortir avec lui. Et alors, il va te demander ou pas ? Il va me demander. On sort du resto, on s'assoit sur un banc, il me regarde, on est au coucher du soleil encore. Il dit, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Bon, j'ai dit oui, c'était tellement romantique. Et voilà, en couple pour la première fois. Ok, donc officiellement, vous êtes ensemble en couple. Il va falloir avoir une discussion quand même sur votre vie sexuelle ou pas ? Oui, très vite. Je vais pas dire on a vécu ensemble, mais il passait la semaine chez moi vu que j'étais à l'école. J'avais beaucoup d'affaires étant étudiante en mode et lui, pas trop. Et je passais les week-ends chez lui. Très vite, au fur et à mesure de la relation, on a commencé à pas mettre nos limites, mais j'ai commencé à expliquer qu'il y a des choses qui me dérangeaient, des choses avec lesquelles j'étais vraiment pas prête. Pour le coup, au début, j'étais plutôt ouverte à l'idée d'avoir des rapports sexuels, mais je savais que j'étais pas prête. Et il y avait un autre problème, on va dire, à prendre en compte, c'est que j'ai de l'endométriose. Je l'ai su très tardivement, vu que, comme j'étais anorexique, j'ai pas eu mes règles. Okay. Quand j'ai eu mes règles, après, j'ai pas forcément compris quelle était la douleur des règles normales, quand c'était pas normal. Et j'ai commencé vraiment à souffrir de l'endométriose au début de ma relation avec lui. Pourtant, j'ai fait le choix de prendre la pilule, alors que j'étais pas prête à avoir des rapports sexuels. Je me suis dit, je vais quand même prendre la pilule au cas où. Donc d'un côté, j'étais pas prête, mais de l'autre, je l'envisageais quand même avec lui. Autre les rapports sexuels, j'essayais quand même d'avoir une vie intime, mais j'y arrivais pas forcément. Est-ce qu'il te fait sentir à un moment, ce n'est pas normal ? Est-ce que toi, tu te sens à un moment en décalage ? J'imagine, je connais ta réponse, mais j'ai envie que tu me racontes comment c'était dans ta tête. Parce que aujourd'hui, la norme, c'est pas ça. Oui. Aujourd'hui, la norme, c'est pas on se met en couple et quand on est en couple, on a une vie sexuelle. Comment toi, tu te positionnes à ce moment-là par rapport à ça et comment lui, il l'accueille ? Moi, je me sens pas normale à ce moment-là. C'est-à-dire que les 6 premiers mois vraiment de notre couple, je n'en parle pas ouvertement avec lui. J'essaye d'avoir des relations intimes. Ça m'est extrêmement douloureux. Je me sens pas du tout bien après, psychologiquement, physiquement. Je commence à en parler avec des médecins. Là, je comprends que c'est vraiment lié à l'endométriose. Mais j'ose pas lui dire que je pense que je pourrais jamais avoir de rapport sexuel parce que mon corps n'est pas prêt, que ce soit lié à l'endométriose, lié aux agressions sexuelles. Je me dis, punaise, c'est pas normal en fait. Personne de mon âge
est en couple sans avoir de rapport sexuel, il va pas comprendre, même s'il était très à l'écoute, il était déjà très compréhensif pour moi, en mode, il ne m'embrasse pas quand je veux pas, il me fait pas énormément de câlins. Je me dis, c'est pas normal. Lui ne m'a jamais fait ressentir ça. Mais quand j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait, mais c'est pas normal, ça va pas, moi, mon copain, si je couche pas avec, il va me quitter. Donc j'étais très inquiète, je me disais, mais jamais de la vie, je vais être en couple avec quelqu'un qui acceptera de pas avoir de rapport sexuel. Surtout que lui, il a été en couple pendant 3 ans avant de me connaître, donc il en avait. On parlait de nos expériences passées, donc lui, pour le coup, avait vraiment une vraie relation de couple. Pour moi, c'était inenvisageable qu'il ait vécu un couple où il a eu des rapports sexuels et qu'il soit dans une relation où il en est pas après. C'était impensable. Est-ce que tu as du désir à ce moment-là ? Ou est-ce que tu n'as même pas de désir ? Est-ce que tu as une quête ? Est-ce que tu visualises un potentiel plaisir, un potentiel moment agréable avec lui ? Au début de la relation, à chaque fois qu'on essayait d'avoir une vie intime, j'avais du désir qui s'estompait très rapidement pour faire place à une douleur que je n'ai pas compris pendant très très longtemps. Je ne savais pas si c'était normal d'avoir du désir après qu'il parte et qu'on est mal. Et plus les mois passaient, moins j'avais de désir. Je ne savais pas à quoi c'était dû. C'était pas facile. Puis même lui, je vais pas dire que ça l'a rendu malheureux, mais du coup on en parlait très librement quand je lui disais que je n'en avais pas envie, mais que je ressentais même pas le désir. Parfois, je vais pas dire que c'était pas normal, mais du coup, comme c'est un sentiment naturel que le corps produit, il ne comprenait pas pourquoi moi je l'avais pas. Comment vous gérez ça ? Est-ce que ça crée des tensions entre vous ? Est-ce que vous arrivez à garder cette communication que vous avez l'air d'avoir hyper forte ? Comment tu vas aborder la suite ? Parce que tu te poses beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions, mais heureusement, on en a toujours parlé. C'est-à-dire que je lui demandais d'être très très honnête sur ça. Pour moi, c'était primordial vu la relation peu commune qu'on avait. Il fallait qu'on se dise tout. Je préférais qu'il me dise s'il était frustré. J'avais envie qu'il me dise s'il préférait qu'on ait une relation ouverte. À ce moment-là de la relation, je me suis dit, bon, on est à une époque où il y a plein de formes de relations possibles. Ouais. J'avais pas forcément envie d'être un couple ouvert, mais je préférais qu'on en parle. Je préférais savoir si lui préférait coucher avec d'autres personnes, s'il préférait être avec moi. Lui aussi, comment il voyait les choses, parce que c'est une chose que moi, je ne puisse pas avoir de rapport sexuel, que physiquement, ça ne fonctionne pas, mais psychologiquement, ça ne va pas non plus. Mais lui aussi, comment il voyait la suite de notre couple. Et très vite, il m'a dit qu'il préférait être avec moi et ne pas avoir de rapport sexuel que de voir d'autres personnes. Et cette question, on se l'est posée, je pense, tous les 4-5 mois. Depuis qu'on sort ensemble, je vais pas dire on fait un petit bilan, mais très régulièrement, on en parle de est-ce que ça va toujours dans notre couple ? Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Lui aussi, il me pose des questions sur est-ce que j'ai toujours mal ? Est-ce que je vais en discuter avec quelqu'un ? Parce que là, si je comprends bien, t'as non seulement des douleurs physiques, en plus de l'aspect psychologique, mental, qu'on comprend bien, vu ton histoire, t'as aussi des douleurs physiques liées à l'endométriose. Quand on a de l'endométriose, on a la dysménorrhée, la dyspareunie. C'est quand on a mal pendant les règles, mais quand on a des douleurs extrêmes pendant les rapports sexuels. Et à chaque fois que j'essaye d'avoir un rapport intime, peu importe de quel ordre, physiquement, mon corps ne supporte pas cette douleur. J'ai une comparaison qui est très très bizarre. C'est une sexologue qui m'a expliqué ça, mais j'ai trouvé ça un peu drôle quand j'en ai parlé avec d'autres personnes. Une personne normale qui a des rapports sexuels, normale, encore une fois, je m'entends sur la normalité, une personne qui a une vie sexuelle régulière, qui ressent du désir, c'est comme une éponge mouillée qu'on mouille régulièrement. Si tu l'as pas mouillée pendant une journée et que tu la mets sous l'eau, elle redevient normale. Moi, j'ai subi des traumatismes sexuels, donc mon corps déjà se resserre et a mal. En plus de ça, j'ai endométriose, donc j'ai une douleur supplémentaire. Et j'ai essayé d'avoir des rapports du coup avec mon copain qui m'ont créé des douleurs. Donc inconsciemment, mon corps n'est pas prêt. Donc mon éponge a été sèche pendant des années. Et j'ai beau la mouiller, elle va rester sèche et dure et elle va me créer des douleurs. Et pour ça, si je veux plus avoir ces douleurs lors des rapports intimes, je dois vraiment faire un vrai travail avec une kiné. Au niveau du périnée, c'est vraiment quelque chose qui est réel. C'est que j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était vraiment dans mon corps. C'était pas juste une douleur parce que j'ai peur ou peu importe. C'est vraiment mon corps ne peut pas pour le moment. Je dois faire un travail sur ça. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, les traumatismes physiques et psychologiques que tu as subis lors de ton adolescence à travers les agressions sexuelles, le viol, etc., ont créé un dysfonctionnement physique. C'est ça, c'est-à-dire que mes problèmes psychologiques
ont empiré et se sont accumulés avec mon endométriose, qui fait que si j'avais peut-être réglé aussi mes problèmes liés à mes agressions sexuelles, je me serais sentie peut-être plus libre à l'époque ou plus à l'aise avec mon corps, donc j'aurais eu moins peur, donc peut-être moins mal, plein de possibilités, mais comme mon corps a subi trop de traumatismes, pour le moment, c'est pas possible. Ça veut dire que vous êtes encore ensemble aujourd'hui avec Damien et que vous vivez sans vie sexuelle. Exactement. Vous êtes en couple sans avoir une vie sexuelle ? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Si je comprends bien, tu as consulté ? Oui. Des sexologues Ok. Qui te fait, j'imagine, qui te fait cheminer, qui t'aide. Toi, ton envie, ce serait quoi sur ta relation ? Comment vous vous projetez avec Damien ? Tes envies, ce serait quoi ? Est-ce que finalement, vous vous êtes accommodé de cette relation platonique ? On l'appelle comme ça ? C'est ça. À mon époque, on appelait ça une relation platonique. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres termes que je ne connais pas. Je ne connais pas forcément de termes pour ça. Auditeurs, auditrices, si vous avez des termes, on est preneuse. Au bout de 4 ans, enfin presque 5 ans, j'ai commencé déjà à moi vouloir connaître ce sentiment. Qu'est-ce qu'est le désir, le plaisir. Je pense que toute femme a envie de ressentir ça. Je n'ai pas d'attente, on va dire. Je ne suis pas frustrée non plus parce que c'est un sentiment que je n'ai jamais connu. Mais j'ai envie de faire ce travail déjà pour moi dans un premier temps. Dans un second temps, pour moi, c'est la personne avec qui je vais faire ma vie. J'ai envie de pouvoir connaître ça avec lui, même si ça n'a jamais remis en cause notre couple, comment on voulait grandir ensemble, la vie qu'on voulait tous les deux. La sexualité n'a jamais été un problème entre nous. C'est toujours un sujet de discussion, on est ouvert à ça. Mais même pour lui, pour nous, j'ai envie de pouvoir être capable d'en avoir. Et maintenant, au bout de 5 ans, on se projette plus sur mariage, enfant. Déjà, l'endométriose, je sais que c'est un gros sujet pour avoir des enfants, mais si en plus, je ne fais pas un petit travail avant pour être capable, ne serait-ce qu'avoir la possibilité d'avoir de l'aide pour tomber enceinte, ça me sera pas possible non plus. Donc, j'ai fait la démarche de voir des sexologues et ça m'a énormément rassurée dans un premier temps. J'ai été très honnête, je lui ai dit toutes mes expériences passées. Je suis rentrée extrêmement dans les détails sur qu'est-ce qui me faisait mal. La sexologue ou les sexologues. Ouais. Mon copain le sait déjà depuis longtemps. Mais à la sexologue, j'avais vraiment besoin d'avoir un avis médical plus poussé parce que j'ai vu des dizaines et des dizaines de médecins pour l'endométriose qui sont vraiment pas très à l'écoute. Mais la sexologue m'a rassurée, m'a dit qu'elle suivait des personnes pour les mêmes cas de figure que moi qui ont subi des agressions sexuelles ou qui ont de l'endométriose, que j'étais parfaitement normale, que c'était totalement normal que je ne sois pas en mesure d'avoir de rapports sexuels, que ce n'était pas définitif, parce que j'ai quand même envie d'en avoir. Donc ce n'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je n'ai jamais ressenti quelque chose de positif à propos de ça. Donc c'est juste un travail à faire qui peut être parfois très très long, mais que plein de personnes arrivaient aujourd'hui à en avoir. C'est juste que malheureusement, j'ai grandi avec personne dans ce cas de figure-là, même des copines ou quand je regardais la télé ou peu importe, quand des personnes subissent des agressions sexuelles, n'ont pas forcément de sexualité après ou ne sont pas prêts. J'ai lu plein de livres à ce propos, j'ai écouté plein de podcasts, mais je n'avais personne de mon âge qui était dans ce cas de figure. Pourtant, j'en ai parlé avec ma mère, qui avait des copines qui ont subi des agressions sexuelles, qui sont en couple et mariées, mais même elles, c'était difficile dans leur vie de couple d'avoir une sexualité. Donc je me disais, punaise, à mon âge, comment je vais faire ? C'est pas normal, personne ne va accepter ça. Et en fait, c'était totalement normal. C'est juste que j'étais peut-être pas forcément aidée de la bonne façon. J'avais pas parlé aux bonnes personnes à propos de ça, quoi. Peut-être aussi, c'est une chance aussi d'être en 2020, 2025, 2026, parce que effectivement, les femmes dont tu parles, les amies de ta mère, finalement, la norme était beaucoup plus forte à leur époque. Et j'imagine que ça crée des situations où en fait, la pression pour avoir une vie sexuelle au sein du couple doit être hyper forte. Ouais. Heureusement, on est dans une autre époque, j'ai un peu plus de chance, mais ce qui m'a quand même un peu aidée, c'est qu'à l'école, on parle hyper librement de sexualité maintenant. C'est-à-dire que durant mes pauses déj, je parle hyper facilement de sexualité avec les filles de ma classe. Quand j'ai des questions, je leur demande. Je suis hyper curieuse et je voulais savoir si elles aussi avaient des douleurs, peu importe, peut-être je ne me prenais pas bien, enfin, je ne savais pas avant de vraiment consulter une sexologue, je me disais peut-être juste changer de position, essayer autrement, j'ai réessayé avec des livres, donc tout le monde m'a donné des petites techniques et j'ai eu la chance quand même de connaître des personnes de mon âge qui ont eu des sexualités
tellement différentes, je me disais, bon, il y a peut-être pas forcément de normes aussi. Mais comme je connaissais personne qui n'en avait pas dans leur couple, ça m'avait un peu inquiétée. Ouais. Et du coup, la sexologue, ce qu'elle t'apporte, en fait, c'est un regard, j'imagine, plus doux envers toi-même, moins de pression par rapport à la norme, moins de honte. Je sais pas si t'as pas vraiment parlé de honte au début. J'ai eu honte quand ça s'est produit, on va dire. Pendant la relation avec mon copain, je ne pense jamais avoir eu honte à propos de ça. La sexologue m'a plus aidée dans le sens où elle m'a conseillé des spécialistes et des exercices. Avant de la rencontrer, ça faisait quand même 5 ans que je me faisais suivre pour l'endométriose. Personne ne m'avait parlé de la kiné du périnée pour diminuer les douleurs. Elle m'a donné des petits exercices aussi pour recréer une intimité avec des contacts ou des massages avec mon copain. Parce qu'en fait, si on n'est pas tactile pendant trop longtemps, forcément, c'est plus difficile après. Donc en fait, elle m'a donné plein d'astuces, plein de clés pour continuer ma relation en faisant du coup des petits exercices pour que ça se passe bien. Parce que faire un travail aussi sur avoir des rapports sexuels, c'est difficile dans le sens où je dois reparler de mes expériences passées avec des médecins, avec la kiné, expliquer qu'est-ce qui me fait mal. Et donc forcément, bon, moi psychologiquement, je me sens un petit peu moins bien chez mon copain, mais donc il faut vraiment que je continue d'avoir un contact avec mon copain alors que c'est pas forcément ce dont j'ai envie à ce moment-là. Si jamais il y a des auditrices qui se reconnaissent dans ton expérience, dans tout ce que tu nous racontes et nous décris, est-ce que tu as un conseil, mais vraiment, c'est pas un conseil de médecin, de sexo, mais un conseil, toi, personnel, que tu leur donnerais? Moi, ce qui m'a aidée, c'est la communication. Pour les personnes qui m'entourent, parfois c'est fou le nombre de choses qu'on se dit avec mon copain, mais on n'a aucun tabou. On se dit tellement tout. Pour moi, c'est très très important pour que ça marche. Et de m'être sentie libre de tout lui dire, même dès le début. Il m'a pas jugée, il m'a comprise. Ça m'a permis d'être plus à l'aise moi-même avec lui, de me sentir libre de lui parler. Parfois, tout bête, mais si je fais un cauchemar ou que je revis une situation qui me stresse ou qui me fait peur liée à mes expériences passées, je me sens libre de lui en parler. Et du coup, il peut m'aider correctement. Et je pense que si je m'étais pas montrée aussi honnête et je n'avais pas autant communiqué sur ce que je ressentais, j'aurais pas du tout la même relation que j'ai aujourd'hui avec lui. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que ton couple t'a appris sur l'amour? Je dirais qu'il y a plusieurs façons de s'aimer. Il n'y a pas une normalité, pour le coup. Pour moi, il m'a vraiment montré qu'il m'aimait pour qui j'étais. Et ça, c'est le plus important, je pense. Putain, j'ai envie de le rencontrer, ce garçon. Maintenant, je vais avoir envie de l'interviewer. Je pense pas qu'il soit prêt pour ça, mais tu sais, peut-être un jour. Mais c'est vrai parce que du coup, on a vraiment envie de connaître le point de vue d'un homme sur le sujet. Son point de vue à lui, de comment il a vécu, de comment il a découvert son histoire, de comment il a accepté tout ça, de comment il chemine avec toi depuis 5 ans. Enfin, c'est passionnant. Si tu rencontrais la Marine de juillet 2021, juste avant que ton maître de stage ne te dise « Tiens, viens à cette soirée, il y a quelqu'un que je voudrais te présenter », tu lui dirais quoi à cette Marine? C'est une bonne question. Je pense que je me dirais justement de profiter des moments présents. C'est grâce à ça que j'ai rencontré mon copain. Et au fur et à mesure de la relation, bon, je suis partie sur un coup de tête quand même dans un autre pays avec lui, même si l'Espagne, c'est pas trop loin. C'était quand même fou pour moi. Et depuis qu'on sort ensemble, à chaque fois, on profite justement des instants présents. Dès qu'il y a un moment, on y va, on réfléchit moins. Et je pense que c'est ça, je me dirais, de moins réfléchir, de plus essayer de vivre à ce moment-là, de moins avoir peur et de me dire qu'il y a des personnes bienveillantes qui sont autour de moi, qui m'aideront et qui je vais pouvoir grandir par la suite. Qu'est-ce qu'elle t'a le plus apporté, cette relation? La confiance en moi, je pense. Pour avoir été anorexique et avoir subi des traumatismes, j'avais une confiance en moi, mais à néant. C'est vraiment, c'était fou. Et depuis que je le connais, je prends confiance en moi. Déjà, de me dire que je suis en couple, pour moi, c'est fou, même encore aujourd'hui. Il m'apporte de l'amour, de la confiance, une stabilité. J'ai quelqu'un qui me soutient. Ça aussi, c'est impressionnant. Je fais des études qui peuvent être prenantes. J'ai des envies de vivre un peu partout. Et je sais qu'il me suivra. Il m'a tout apporté dans un sens. Même si, bon, je m'apporte beaucoup de choses moi-même. Je sais qu'il est là pour tout. T'es pas obligé de le faire. Est-ce que t'as un petit mot à lui glisser?
Ça me paraît super cliché. Que je l'aime et que je le remercie pour tout. Voilà, tout simplement. Moi, je te remercie parce que tu parles de confiance en toi, parce que tu as donné cette relation, cette confiance en toi. Et je trouve qu'il faut beaucoup de confiance en soi pour venir parler et livrer ton histoire comme tu viens de le faire. Donc, merci pour ça. Merci pour ta confiance que tu me donnes aussi. C'est une histoire, je sais que toutes les histoires sont très, très intimes. La tienne est très singulière, donc merci de me l'avoir livrée et j'embrasse Damien aussi parce que merci Damien d'avoir permis cette belle histoire et je vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup. Et que tous vos souhaits se réalisent et que tu arrives à dépasser tout ce qui t'empêche et que tu trouveras le bonheur partout où tu pourras. Merci Marie. C'est gentil, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I'm not sure how long it'll last, but I'm gonna keep smiling and having a blast. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say?